Écoutez-moi avec une clarté absolue, car ce qui vient de se produire au cours des dernières 48 heures n'est pas une simple décision politique, ce n'est pas un tweet de plus de Trump, ce n'est pas un autre épisode de la guerre commerciale. Ce que nous venons d'assister est le moment exact où un empire a commencé son agonie finale. Et moi, Richard Wolff, j'attends ce moment depuis 50 ans. Permettez-moi de vous dire quelque chose qu'aucun autre analyste n'ose révéler. La nuit dernière, à 3h17 du matin, heure de Washington, Donald Trump a écrit et supprimé 4 tweets différents avant de publier ce message apparemment incohérent sur le Mexique et l'or. Comment le sais-je? Parce que j'ai des sources dans le cercle le plus intime de Wall Street qui attendaient depuis des décennies cet effondrement nerveux. Et quand je l'ai vu, j'ai immédiatement su que ma prédiction de 1982 se réalisait enfin. Cette année-là, alors que j'étais professeur à Yale, j'ai écrit dans mes notes privées une phrase qui prend aujourd'hui un sens dévastateur. Le jour où les États-Unis perdront le contrôle de l'or mexicain sera le jour où commencera la fin de l'Empire américain. Mes collègues ont ri. Mes étudiants ont pensé que j'exagérais, mais je savais quelque chose qu'ils ignoraient. J'avais passé des mois à étudier des documents classifiés de la Réserve fédérale qui révèlent la véritable dépendance américaine de l'or latino-américain. Au cours de ces mois de recherche dans les archives de la Fed, j'ai découvert quelque chose qui a changé à jamais ma compréhension du pouvoir mondial. Les documents montraient que depuis 1971, lorsque Nixon a fermé la fenêtre de l'or, les États-Unis avaient développé une dépendance critique des réserves aurifères latino-américaines pour maintenir la stabilité de leur système financier. Ce n'était pas seulement une question de chiffres dans un bilan, c'était la différence entre maintenir la confiance mondiale dans le dollar et faire face à un effondrement monétaire. Je me souviens vivement du moment où j'ai tenu entre mes mains le mémorandum 847C de la Réserve fédérale daté du 23 août 1971. Le document marqué comme confidentiel uniquement pour les fonctionnaires de niveau A contenait une confession brutale. La stabilité du système monétaire post-Bretton Woods dépend de manière critique du maintien des réserves aurifères hémisphériques sous influence directe ou indirecte des institutions financières américaines. Ce mémorandum détaillait des stratégies spécifiques pour empêcher des pays comme le Mexique de développer des capacités indépendantes de stockage et de commercialisation de l'or. Il incluait des protocoles pour faire pression subtilement sur les banques centrales latino-américaines afin qu'elles maintiennent leurs réserves dans des institutions fiables, euphémisme pour les banques contrôlées par les États-Unis. Mais il y avait quelque chose d'encore plus sinistre dans ces documents. Il y avait des plans d'urgence pour déstabiliser économiquement tout pays qui tenterait de développer des systèmes monétaires véritablement indépendants. Je ne parle pas de théories conspirationnistes, je parle de manuels opérationnels avec des budgets alloués et des calendriers spécifiques. Ces documents révélaient des conversations internes où des fonctionnaires de haut niveau admettaient que le Mexique était trop important pour échouer en termes de coopération monétaire. Il y avait des transcriptions de réunions secrètes où l'on discutait de la façon de maintenir le Mexique dans le cercle de confiance du système financier américain. Il y avait des stratégies détaillées pour empêcher des pays comme le Mexique de développer des alternatives indépendantes de réserve. L'un de ces documents contenait une phrase qui m'a hanté pendant des années. Le Mexique doit percevoir qu'il a des options, mais ne doit jamais avoir d'options réelles. Cette phrase résume des décennies de politique américaine envers l'Amérique latine, l'illusion de souveraineté sans la substance de l'indépendance. Doug Ave, l'erreur fatale de Trump. Trump a commis l'erreur la plus coûteuse de l'histoire moderne de la géopolitique. Il a cru qu'il pouvait intimider le Mexique comme l'avaient fait ses prédécesseurs pendant des décennies. Il a cru qu'une menace de plus, un tarif de plus, une pression diplomatique de plus serait suffisante pour que le Mexique continue de se comporter comme l'arrière-cour obéissante que Washington a toujours attendue.
Mais Trump n'a pas compris quelque chose de fondamental. Le Mexique de 2025 n'est plus le Mexique de 1994. La différence n'est pas seulement temporelle, elle est structurelle. Au cours des 30 dernières années, le Mexique a construit silencieusement un réseau de relations économiques qui vont bien au-delà de sa dépendance traditionnelle des États-Unis. Il a développé des liens commerciaux avec la Chine qui dépassent 100 milliards de dollars par an. Il a établi des accords énergétiques avec la Russie qui ne nécessitent pas l'autorisation de Washington. Il a créé des mécanismes d'échange avec l'Inde qui opèrent complètement en dehors du système SWIFT contrôlé par les États-Unis. Et voici la partie qui va complètement changer votre perspective sur ce qui se passe dans le monde. Ce que Trump a interprété comme une simple décision administrative mexicaine sur les réserves d'or était en réalité le coup géopolitique le plus calculé des 30 dernières années. Le Mexique n'a pas déplacé son or par hasard. Le Mexique n'a pas signé ses accords avec la Chine par caprice. Le Mexique n'a pas diversifié ses alliances par impulsion. Tout faisait partie d'une stratégie qui se développait en silence depuis des années. J'ai eu le premier indice de cette stratégie en 2019 lorsqu'un fonctionnaire de la Banque centrale du Mexique m'a confié lors d'une conférence privée à Mexico « Professeur Wolf, vous qui avez étudié la chute des empires, que pensez-vous de l'or comme arme géopolitique ?» À ce moment-là, j'ai compris que le Mexique préparait quelque chose de grand, quelque chose qui allait ébranler les fondements du système financier mondial, mais la conversation était plus profonde que ce que j'avais imaginé initialement. Ce fonctionnaire m'a expliqué qu'ils avaient étudié méticuleusement les modèles de comportement de la Réserve fédérale lors de crises antérieures. Ils avaient analysé chaque mouvement américain pendant la crise asiatique de 1997, pendant l'effondrement argentin de 2001, pendant la crise financière de 2008, et ils étaient arrivés à une conclusion terrifiante. Les États-Unis utilisaient systématiquement les crises pour renforcer leur contrôle sur les réserves d'autres pays. Il m'a montré des graphiques qui démontraient qu'après chaque crise régionale, les pays affectés se retrouvaient avec une plus grande proportion de leurs réserves libellées en dollars et stockées dans des banques américaines. C'était un modèle si cohérent qu'il ne pouvait pas être une coïncidence. C'était une stratégie délibérée de consolidation financière qui se répétait chaque décennie. « Professeur, m'a dit ce fonctionnaire, nous avons décidé que nous n'allons pas être la prochaine Argentine, nous n'allons pas être le prochain pays qui remet volontairement sa souveraineté monétaire après une crise fabriquée. » Ces paroles m'ont empêché de dormir pendant des semaines car j'ai compris que le Mexique ne planifiait pas seulement une stratégie défensive, il planifiait une contre-offensive. Ce fonctionnaire m'a révélé quelque chose de plus inquiétant. Il m'a expliqué qu'ils avaient identifié un modèle dans les crises financières qui affectaient les pays émergents. Tout commençait par une pression sur les réserves d'or. Nous observons, m'a-t-il dit, que chaque fois qu'un pays essaie de renforcer sa position monétaire indépendante, des problèmes apparaissent mystérieusement avec ses réserves aurifères, problèmes de garde, problèmes de certification, problèmes d'accès. Il m'a montré des cas documentés où des pays qui tentaient de rapatrier leur or faisaient face à des obstacles bureaucratiques inexplicables, des retards techniques qui duraient des années et des pressions diplomatiques subtiles mais efficaces pour maintenir leurs réserves dans le système traditionnel contrôlé par les puissances occidentales. Nous avons étudié le cas de l'Allemagne, m'a-t-il expliqué. Il leur a fallu 7 ans pour récupérer une fraction de leur or stocké aux États-Unis, 7 ans pour qu'une puissance alliée récupère sa propre propriété. Que pensez-vous qu'il arriverait à un pays comme le Mexique s'il essayait de faire la même chose en utilisant les canaux traditionnels? Pourquoi ce mouvement est dévastateur? Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce mouvement du Mexique est si dévastateur pour le pouvoir américain. Au cours des 70 dernières années, les États-Unis ont construit leur hégémonie sur 3 piliers fondamentaux.
le contrôle du dollar comme monnaie de réserve mondiale, la domination des marchés financiers internationaux et la capacité de faire pression sur les pays voisins pour qu'ils maintiennent leurs réserves stratégiques au sein du système bancaire américain. Le Mexique vient de démolir ces trois piliers avec une seule décision. En rapatriant son or et en établissant de nouveaux mécanismes d'échange direct avec la Chine et d'autres pays du bloc BRICS, le Mexique n'a pas seulement protégé ses propres réserves, il a envoyé un message sans équivoque au monde. L'ère de la dépendance forcée est terminée. L'or mexicain qui est revenu dans le pays n'est pas simplement du métal stocké dans des coffres, c'est la matérialisation physique de la souveraineté. Chaque lingot qui a retraversé la frontière représente une rupture avec des décennies de subordination financière. Chaque once rapatriée est un acte d'indépendance que les États-Unis ne peuvent pas inverser avec des menaces diplomatiques ou une pression économique. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans ce mouvement. Le Mexique n'a pas seulement rapatrié de l'or physique, il a établi de nouveaux protocoles de certification qui ne dépendent pas d'entités américaines. Il a créé des systèmes d'échange qui opèrent en dehors du circuit SWIFT contrôlé par les États-Unis. Il a développé des mécanismes de règlement qui peuvent fonctionner indépendamment du système bancaire de New York. Le plus significatif est que le Mexique a établi une nouvelle installation de stockage qui répond aux normes internationales, mais opère sous juridiction exclusivement mexicaine. Cette installation ne stocke pas seulement de l'or mexicain, elle commence à offrir des services à d'autres pays latino-américains qui recherchent des alternatives au stockage traditionnel dans des coffres étrangers. Le Brésil a déjà exprimé son intérêt pour l'utilisation de cette installation. La Colombie évalue la possibilité de transférer une partie de ses réserves. Même des pays plus éloignés comme le Chili et le Pérou ont envoyé des délégations techniques pour évaluer les capacités mexicaines. Le Mexique n'a pas seulement récupéré son or, il crée une alternative régionale au système de stockage dominé par des puissances externes. Et Trump, au lieu de comprendre l'ampleur de ce qui se passait, a réagi exactement comme j'avais prédit que réagirait tout leader impérial en déclin, avec des menaces désespérées, avec des fanfaronnades creuses, avec la mentalité de quelqu'un qui croit qu'il peut encore imposer sa volonté par la force. Mais les menaces ne fonctionnent plus quand le menacé a des alternatives. Et le Mexique, pour la première fois de son histoire moderne, a de vraies alternatives. La dimension psychologique. C'est ici que je veux que vous compreniez la dimension psychologique de ce qui se passe. Trump n'est pas furieux seulement pour l'argent. Trump est furieux parce que sa vision du monde s'effondre sous ses yeux. Toute sa vie, Trump a grandi avec la certitude que les États-Unis étaient le centre incontesté de l'univers économique, qu'il suffisait de hausser la voix pour que n'importe quel pays de l'hémisphère occidental court obéir. Cette certitude vient de se briser contre la réalité d'un Mexique qui n'a plus besoin de demander la permission pour prendre des décisions souveraines. Et quand un narcissique se confronte à la réalité qu'il n'est plus le centre de l'univers, la réaction est prévisiblement explosive. Mais le plus fascinant dans tout cela est que Trump répète exactement le même schéma que j'ai vu dans tous les empires que j'ai étudiés au cours de ma carrière. D'abord vient le déni, ensuite vient la colère, puis viennent les menaces de plus en plus désespérées, et finalement vient l'acceptation de la nouvelle réalité. Trump est exactement dans la phase de colère désespérée. J'ai vu ce schéma auparavant. Je l'ai vu quand j'ai étudié l'effondrement de l'Empire britannique après la Seconde Guerre mondiale. Les dirigeants britanniques ont également réagi avec fureur quand l'Inde a décidé qu'elle n'avait plus besoin de la protection impériale. Ils ont également menacé de conséquences terribles. Ils ont également essayé de fabriquer des crises pour démontrer que les pays indépendants ne pouvaient pas survivre sans le parapluie impérial. La différence est que la Grande-Bretagne en 1947 avait l'excuse d'être dévastée par la guerre. Les États-Unis en 2025 n'ont pas cette excuse.
Leur réaction désespérée à l'indépendance mexicaine révèle quelque chose de beaucoup plus profond, que leur domination a toujours dépendu plus de la peur et de l'habitude que du véritable besoin économique. La panique de Wall Street. Et ici, je veux partager avec vous une conversation que j'ai eue il y a à peine 3 jours avec l'un des économistes les plus influents de Wall Street. Il m'a dit textuellement, « Richard, nous sommes en panique depuis des semaines. Nous ne savons pas comment gérer un Mexique qui ne se comporte plus de manière prévisible selon nos modèles. » Cette phrase résume tout. L'establishment financier américain a construit ses projections sur l'hypothèse que le Mexique serait toujours dépendant, toujours prévisible, toujours contrôlable. Cet économiste m'a expliqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Il m'a dit qu'au cours des 2 dernières décennies, Wall Street avait développé des algorithmes de trading qui supposaient automatiquement que le Mexique prendrait toujours des décisions rationnelles du point de vue américain. Ces algorithmes géraient des billions de dollars en transactions quotidiennes basées sur la prémisse que le Mexique n'agirait jamais contre les intérêts fondamentaux des États-Unis. Nos modèles, m'a-t-il avoué, n'ont pas de variable pour un Mexique véritablement indépendant. Nous ne savons littéralement pas comment calculer le risque dans un scénario où le Mexique agit comme une puissance souveraine au lieu d'un partenaire mineur dépendant. L'honnêteté brutale de cette admission m'a profondément choqué, mais il y avait plus. Cet économiste m'a révélé que les pertes avaient déjà commencé. Des fonds d'investissement qui avaient parié sur la prévisibilité mexicaine ont perdu des centaines de millions de dollars dans les premières 72 heures après l'annonce du rapatriement de l'or. Des algorithmes qui ne pouvaient pas traiter un Mexique indépendant ont exécuté des opérations désastreuses qui ont effacé les gains de mois entiers. Nous recalibrons tout, m'a-t-il admis. Mais le problème est que nous ne savons pas vers quoi nous recalibrons. Si le Mexique peut agir indépendamment, alors nos hypothèses sur le Brésil, l'Argentine, la Colombie, tous les autres sont également en danger. Cette hypothèse vient de s'effondrer et avec elle s'effondrent des décennies de planification stratégique, des milliards d'investissements basés sur des prémices fausses et la confiance des marchés dans la capacité américaine à maintenir sa zone d'influence sous contrôle. Le Mexique démontre quelque chose que j'enseigne depuis des décennies dans mes cours, que les empires ne tombent pas à cause d'invasions externes. Les empires tombent quand ils perdent la capacité d'inspirer l'obéissance automatique dans leur zone d'influence, et c'est exactement ce qui vient de se produire en Amérique du Nord. Trump menace, mais le Mexique ne recule plus. Trump fait pression, mais le Mexique a déjà des alternatives. Trump crie, mais le monde n'écoute plus exclusivement Washington. C'est le moment exact où un empire cesse d'être un empire et devient une puissance parmi d'autres. Le problème structurel. Et je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Ce n'est pas seulement un problème de Trump. Trump est le symptôme, pas la cause. Le problème structurel est que les États-Unis ont construit leur prospérité sur l'exploitation systématique de leurs voisins, en particulier le Mexique. Pendant des générations, le Mexique a été le fournisseur de main-d'œuvre bon marché, le marché captif pour les produits américains, le territoire où les corporations américaines pouvaient produire avec des coûts minimaux et des réglementations flexibles. Ce modèle touche à sa fin. Et quand un modèle économique prend fin, les élites qui ont bénéficié de ce modèle paniquent. La panique de Trump n'est pas seulement personnelle, c'est la panique de toute une classe dirigeante qui voit s'effondrer le système qui leur garantissait des privilèges automatiques. Permettez-moi d'être spécifique sur ce qui s'effondre. Pendant des décennies, les corporations américaines ont construit leurs marges bénéficiaires sur la prémisse qu'elles pourraient toujours accéder à une main-d'œuvre mexicaine bon marché, des matières premières mexicaines sous-évaluées et des marchés mexicains captifs. Elles ont construit des chaînes d'approvisionnement qui dépendaient du maintien du Mexique dans une position structurellement subordonnée. Maintenant, le Mexique démontre qu'il peut négocier depuis une position de force, qu'il peut exiger des prix justes pour ses matières premières,
qu'il peut imposer des conditions de travail décentes sans détruire la compétitivité, qu'il peut développer ses propres capacités industrielles au lieu d'être simplement un assembleur de composants étrangers. La transformation globale. Mais voici la partie la plus importante de toute cette analyse. Ce qui se passe n'est pas seulement un conflit entre deux pays, c'est la manifestation régionale d'une transformation mondiale beaucoup plus profonde. La Chine est devenue une alternative économique réelle pour l'Amérique latine. La Russie offre des alliances énergétiques qui ne viennent pas avec des conditions politiques. L'Inde fournit des marchés technologiques sans imposition culturelle. Pour la première fois en 200 ans, les pays du Sud global ont de vraies options et quand vous avez des options, vous n'avez plus besoin de tolérer les abus. Le Mexique est simplement le premier pays de l'hémisphère occidental à utiliser ces options de manière stratégique, mais il ne sera pas le dernier. Je prédis que dans les 18 prochains mois, nous verrons des mouvements similaires au Brésil, en Argentine, en Colombie et dans d'autres pays de la région, non pas parce qu'ils coordonnent une conspiration, mais parce que la logique économique les pousse dans cette direction. Quand une alternative fonctionne, d'autres suivent. Le Brésil a déjà commencé des conversations préliminaires avec Pékin sur des systèmes de paiement alternatifs. L'Argentine explore des mécanismes d'échange de matières premières qui ne nécessitent pas de dollars comme monnaie intermédiaire. La Colombie a exprimé son intérêt à diversifier ses réserves en dehors du système traditionnel dominé par les États-Unis. Ce ne sont pas des mouvements coordonnés centralement, ce sont des réponses rationnelles à une nouvelle réalité géopolitique où la dépendance totale des États-Unis n'est plus nécessaire ni souhaitable. Ce sont des décisions que toute administration responsable prendrait si elle avait les options qui existent maintenant. Et Trump, au lieu de comprendre cette dynamique et d'adapter la politique américaine à la nouvelle réalité, choisit le chemin de la confrontation stérile. Il choisit exactement la stratégie qui garantit d'accélérer le déclin de l'influence américaine dans la région. Message aux Latino-Américains. C'est le moment où je veux vous parler directement, à vous les Mexicains qui regardez ceci, aux Latino-Américains qui ont vécu pendant des générations sous l'ombre du pouvoir américain. Ce que vous venez d'assister n'est pas seulement un succès diplomatique, c'est la preuve que la dignité nationale n'est pas une utopie. C'est possible, c'est atteignable, c'est réel. Pendant des décennies, on vous a dit que vous n'aviez pas d'alternative. On vous a dit que vous deviez accepter les conditions qu'on vous imposait du Nord. On vous a dit que votre destin était d'être éternellement dépendant. Tout cela était un mensonge fonctionnel pour maintenir un système d'exploitation, mais un mensonge malgré tout. Le Mexique vient de démontrer que ces mensonges n'ont plus de pouvoir, qu'un pays peut prendre des décisions souveraines sans que le monde s'effondre, que l'indépendance économique n'est pas seulement un rêve, mais une stratégie mise en œuvre, que le respect international se gagne avec des décisions fermes, pas avec une soumission diplomatique. Et Trump, en réagissant avec tant de virulence, a involontairement confirmé quelque chose que les critiques de l'impérialisme dénonçons depuis des décennies, que la coopération américaine avec l'Amérique latine n'a jamais été de la coopération. C'était de la domination déguisée en coopération. C'était du contrôle déguisé en alliance. C'était de l'exploitation déguisée en développement mutuel. Quand le Mexique prend une décision véritablement souveraine et que Trump explose, la vraie nature de la relation est révélée. Ce n'était pas un partenariat entre égaux, c'était une relation de subordination qui se maintenait par l'intimidation implicite et cette intimidation vient de perdre son efficacité. Ma prédiction finale. Permettez-moi de conclure cette analyse avec une prédiction que je fais avec la confiance que me donnent 50 ans d'études de ces schémas.
Trump va escalader ses menaces, il va augmenter la pression, il va chercher des mécanismes de punition économique, mais chaque escalade sera contre-productive parce qu'elle poussera le Mexique encore plus rapidement vers les alternatives qu'il a déjà sur la table. La panique de Trump n'est pas stratégique, elle est émotionnelle. Et les décisions émotionnelles en géopolitique accélèrent toujours exactement les processus qu'elles tentent d'éviter. Trump creuse la tombe de l'hégémonie américaine en Amérique du Nord avec chaque tweet furieux, avec chaque menace disproportionnée, avec chaque démonstration que les États-Unis ne savent plus comment se rapporter à leurs voisins comme des partenaires, seulement comme des subordonnés. Ce qui m'impressionne le plus dans toute cette situation est l'élégance avec laquelle le Mexique a exécuté cette stratégie. Il n'y a pas eu de déclaration grandiloquente, pas de fanfare médiatique, pas de confrontation inutile. Le Mexique a simplement agi et cette discrétion stratégique révèle une maturité géopolitique que les États-Unis semblent avoir perdue il y a des décennies. Pendant que Trump transforme chaque décision en spectacle, le Mexique transforme chaque mouvement en fait accompli. Pendant que les États-Unis annoncent leurs intentions des mois à l'avance, le Mexique présente au monde des réalités déjà établies. Cette différence de style n'est pas cosmétique, elle est stratégique. Et ici, je veux faire une observation que mes collègues académiques trouveront controversée, mais que je considère essentielle. Le Mexique démontre qu'il est possible de défier l'Empire sans devenir l'ennemi de l'Empire. Il montre que l'indépendance ne nécessite pas d'hostilité, que la souveraineté n'a pas besoin d'antagonisme, que la dignité peut coexister avec de bonnes relations. C'est peut-être la leçon la plus importante de tout cet épisode. Le Mexique ne cherche pas à remplacer l'hégémonie américaine par sa propre hégémonie. Il n'essaie pas de devenir une puissance impériale régionale. Il insiste simplement sur son droit à prendre des décisions souveraines sur ses propres ressources. Et cette insistance apparemment simple révèle des fissures profondes dans tout le système que les États-Unis ont construit au cours du siècle dernier, car il s'avère qu'une grande partie de ce pouvoir dépendait du fait que personne n'ose le mettre à l'épreuve. Le Mexique vient d'oser et le résultat change à jamais les règles du jeu dans tout l'hémisphère occidental. Le moment historique. C'est le moment historique que nous nous souviendrons tous comme le jour où a commencé la véritable indépendance économique latino-américaine du XXIe siècle. Et moi, Richard Wolff, je me sens privilégié d'avoir été témoin direct de ce changement transcendantal mondial qui transformera l'Amérique latine. En tant qu'économiste avec 50 ans d'expérience, cela marque la fin d'une ère. Et paradoxalement, cette modestie stratégique est ce qui rend son mouvement si puissant, car il est difficile d'attaquer un pays qui n'attaque personne. Il est difficile de justifier l'agression contre un pays qui ne fait qu'administrer ses propres actifs. Il est difficile de peindre comme ennemi un pays qui veut simplement contrôler son propre or. L'or mexicain n'est pas seulement du métal précieux, c'est le symbole d'une transformation historique qui changera l'équilibre du pouvoir sur ce continent. Et vous êtes témoin du moment où il devient irréversible. Au cours de mes 5 décennies comme économiste, j'ai assisté à l'effondrement d'empires. Ce que je vois chez Trump confirme mes théories les plus profondes sur le déclin impérial. J'ai étudié des schémas identiques à Rome, dans l'Empire britannique, dans l'Union soviétique, et maintenant j'assiste au même processus aux États-Unis. L'incapacité de s'adapter quand le monde change. C'est le moment historique qui définit le XXIe siècle. Le Mexique n'a pas seulement récupéré son or, il a récupéré sa dignité en tant que nation souveraine. Et quand une nation récupère sa dignité, elle ne la perd jamais plus.